Bonjour à tous, je ne vais pas vous parler de Tekin. L'idée c'est de vraiment vous apporter des solutions concrètes qui ont été mises en place par les 4 marques et Greenpeace qui sont ici présentes. Julia de Loom va nous rejoindre, elle est en train de courir dans un taxi, donc si elle arrive en sueur, vous étonnez pas, c'est normal. Voilà, donc le but de cette table ronde de 45 minutes, c'est vraiment identifier les solutions, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on fait pour accélérer la transition vers une mode plus responsable et comment on intègre l'éco-conception au quotidien. Je vais commencer avec toi, Christelle. Rapide présentation de Gentle Factory et puis si tu peux nous redonner ta définition de l'éco-conception telle que tu l'as pratiquée. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. La Gentle Factory, en une seule phrase, nous sommes une marque de mode française qui osons produire en France de façon responsable des vêtements à la fois pour l'homme, pour la femme et pour l'enfant. Voilà. La définition de l'éco-conception pour la Gentle Factory, elle est à la fois environnementale et sociétale, puisqu'on utilise à la fois le Made in France pour favoriser le circuit court, la préservation du savoir-faire industriel français, et puis une économie vertueuse autour de je favorise l'économie et donc du coup je favorise l'emploi. Ensuite, on utilise également des fibres biologiques de façon à pouvoir être mieux disant sur la non-utilisation des pesticides, des fibres recyclées à la fois sur des déchets de production mais aussi sur ce qu'on appelle du post-consumer de façon à pouvoir redonner une nouvelle vie à des vieux vêtements qui dorment au fond de nos placards et qui sont les vêtements qui polluent le plus. Et puis le dernier qui est également un pilier social, c'est la favorisation de la réinsertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap, puisque 2 de nos plus gros ateliers sont des entreprises adaptées. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette intro. On va essayer de se focaliser sur 3 thèmes. Le premier qui est la matière première. Le deuxième ensuite, la transformation de cette matière première, comment on éco-conçoit un produit. Et puis finalement, celui qui nous intéresse tous et qui drive finalement toutes ces solutions, qui est le consommateur. Alors chez Greenpeace, vous avez fait beaucoup sur les matières premières et sur les polluants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors je ne vais pas présenter Greenpeace, je pense que tout le monde connaît. On a une campagne qui, depuis 2007, qui s'appelle Detox My Fashion, désolé de l'anglicisme, et qui s'intéresse au circuit de production. C'est à la fois une campagne d'interpellation, mais aussi un engagement de progrès vis-à-vis des enjeux sur les substances chimiques dangereuses dans les circuits de production. Donc, pas seulement dans le produit fini, mais bien dans toute la chaîne d'approvisionnement de par le monde. Et c'est, à ce jour, cet engagement de progrès, on ne prend plus de signature, je le dis tout de suite, mais concerne 80 entreprises qui sont composées de 19 grandes marques de fast fashion, de sportswear et d'autres, de quelques détaillants, en particulier en Allemagne. On a des entreprises de discount aussi. On a des marques des vêtements de plein air. Et on a surtout, la chose dont on est le plus fier, c'est quelques fournisseurs, dont en particulier la vallée entière du district de Prato, en Italie, qui a décidé de prendre cet engagement de manière collective et qui a mis en place des outils coopératifs pour essayer donc d'éliminer ces substances dangereuses dans leur circuit de fabrication. Ils ont été rejoints récemment par la vallée de Como, donc les deux ensemble ont formé un Consortione di Implementazione Detox, qui est très intéressant et qui, je pense, peut inspirer. Je vois qu'il y a déjà des outils ici dans cette région du textile, mais je pense que voilà, ça peut être une initiative qui peut être copiée ici. Et en plus, ils sont très ouverts à la coopération internationale pour pouvoir discuter de votre expérience. Donc ça, c'était un point sur lequel je voulais insister. Pour donner un exemple aussi concret de réussite qu'on a pu avoir sur des substances chimiques particulières, c'est ces fameux PFC, les perfluorés, excusez-moi le nom barbare, qui sont ces substances qui servent à faire des revêtements anti-pluie, anti-salissure, en particulier pour le vêtement de plein air. Et là, on a engagé en fait la communauté des utilisateurs de vêtements de plein air pour convaincre leur marque préférée d'éliminer les perfluorés, parce qu'il y avait ce paradoxe
d'aimer la nature et de porter des vêtements qui vont transporter ces substances qui sont indestructibles et qui s'accumulent, y compris jusque dans les plus beaux paysages alpins. Donc on a réussi à engager quelques marques là-dessus, mais surtout on a réussi à convaincre des fournisseurs de trouver des alternatives au cours de ces années de campagne pour ces marques, et aussi en particulier Gore-Tex a dû changer sa stratégie et s'est engagé à changer sa stratégie industrielle pour proposer des technologies dans le futur qui soient exemptes de perfluorés. Voilà, c'est deux petits exemples. Je dirais d'autres choses. Est-ce que, Agatha, chez vous, chez Maison Standard, vous voyez une évolution justement sur les sourcings de matières, et notamment d'Amar, et dans votre collaboration avec Maison Standard, comment vous avez traité cette problématique de la matière première? Alors en fait, donc Agatha Collin, je suis directrice de la communication chez Damar, donc je ne présente pas Damar non plus, je pense que c'est assez connu, peut-être un peu moins chez les jeunes aujourd'hui, donc une maison qui a 65 ans, qui est née d'une innovation textile, qui est le thermolactyle, donc le sous-vêtement réchauffant. Je suis là essentiellement pour témoigner de comment une entreprise qui existe depuis très très longtemps, qui produit beaucoup, peut petit à petit se mettre à l'éco-responsabilité, d'ailleurs d'avoir cette prise de conscience, mais aussi de travailler sur l'ensemble des circuits pour pouvoir intervenir. Et je veux juste vous raconter justement avec Maison Standard une petite histoire qui montre comment, qui est exemple en fait comment une entreprise qui essaie de continuer à vivre, à faire vivre ses salariés qui sont en France, 1500 personnes pour la marque Damar, qui a délocalisé son usine en 2008 en Tunisie, qui est notre propre usine, nos salariés, mais qui a été délocalisée et on l'a fait par rapport à toutes les difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui sur la fabrication en France et notamment à Roubaix. Comment petit à petit on revient à cette éco-responsabilité? Eh bien, c'est une marque qui est vieillissante. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être les jeunes la connaissent un peu moins. On a une image un peu ringarde auprès du grand public. On est très connu, mais on est une marque de grand-mère. Et en fait, notre objectif aujourd'hui, c'est de pérenniser cette marque, c'est de continuer à employer nos salariés, voire de croître. Et l'un des leviers, ça a été de travailler autour de notre innovation textile et de faire des éditions limitées, des collections capsules avec des marques plus ou moins connues. Et là, en l'occurrence, Maison Standard, voilà, une rencontre qui est plutôt une rencontre à la base humaine, où on s'est dit, tiens, il y a des choses intéressantes à faire ensemble. Cette édition limitée et d'autres qu'on a pu faire aussi par le passé nous ont poussé à revoir nos process, parce qu'une édition limitée, c'est des plus petites quantités, c'est être plus agile, et une marque comme Damar, c'est des process qui sont un peu lourds. Et je fais bref, mais ça nous amène à quoi? Ça nous amène cet hiver à sortir une collection qui est 100% française. Voilà. Donc on a réussi. Et ça, pour nous, c'est une bataille importante. Et puis après, je pourrais témoigner au cours de cette table ronde d'autres petites choses qu'on peut faire aussi sur l'utilisation de la matière, l'optimisation de la matière, le recyclage des déchets. Donc même une entreprise comme Damar arrive à faire des choses dans ces domaines. Tout à fait. Uriel, dans la collaboration avec Maison Standard, donc vous avez utilisé une fibre qui est extrêmement qualitative. Comment, en général, justement, vous portez le regard sur des nouvelles fibres ou sur des nouveaux process, et comment vous allez sourcer ça et trouver les bons fournisseurs? Est-ce qu'il y a des tendances et des bonnes fibres que vous recommandez aux personnes ici? Moi, j'ai monté Maison Standard il y a 5 ans, en 2013, sur un concept qui partait sur un constat de la mode. Elle allait trop vite, il y avait des dysfonctionnements importants, il y a trop de collections, trop de saisons, et il y a beaucoup de gâchis. Et donc l'idée des standards, c'est de résoudre l'essentiel de la mode en arrivant à s'intéresser à des grands produits, des produits qui sont des vrais besoins et qui correspondent à des produits fonctionnels. Donc des produits essentiels pour tous les jours, c'est pour ça que j'appelle ça standard. Donc la démarche à l'origine n'est pas du tout novatrice. Elle voulait résoudre aussi le problème de l'accessibilité des produits basiques, de qualité. Je cherche à faire des produits de designer à un niveau de prix qui n'est pas encore connu en France, et rendre accessible le luxe ou en tout cas le haut de gamme, c'est assez complexe. C'était les deux choses importantes pour Maison Standard. Dans cette thématique, moi, mon goût personnel et également la tendance de Maison Standard, c'est pas du tout d'aller vers les produits innovateurs, et donc j'utilise des matières nobles, à mon sens, comme l'Oxford, le coton, la popeline,
comme le denim, comme le chambray, comme le lin évidemment. Certains sont plus connus pour leur qualité et leur éthique, comme le lin, parce qu'ils sont cultivés et ont besoin de moins d'eau et cultivés différemment. Mais globalement, c'est pas ça l'essentiel de la démarche à l'origine. Elle n'est pas éthique. Elle est éthique dans sa définition, dans l'ADN de Maison Standard, puisqu'on a quelque chose qui finalement s'interdit le gâchis, qui tend à produire que ce qu'on sait vendre et qui, dans la démarche de qualité, moi ça me paraît fondamental. Quand on cherche à faire de la qualité dans notre métier, finalement on fait les choses assez bien, éthiquement parlant, puisqu'on s'oriente vers des fournisseurs, vers des usines, vers des tissus qui sont travaillés de manière noble, en général. C'est déjà une première définition, à mon sens, de notre approche éthique, c'est la qualité. Voilà. Des fibres à conseiller, des zones à aller chercher justement ces bonnes fibres et des bons fournisseurs. Est-ce qu'il y a des conseils spécifiques? Alors là, je disais ce que Standard voulait faire dans sa démarche à l'origine. Bien entendu, dans la démarche avec Damar, que j'ai trouvé très audacieuse, l'idée c'était d'utiliser le thermolactyle et donc d'utiliser une matière qui avait déjà en soi des qualités particulièrement intéressantes, réchauffantes sur des produits qui étaient nouveaux pour nous. Mais aujourd'hui, dans la démarche de Maison Standard, on utilise des cuirs végétaux qu'on fait pour nos ceintures et notre mine maroquinerie qu'on produit en France. C'est très difficile pour nous de produire en France. D'ailleurs, je ne produis pas en France. Je produis une mine maroquinerie en France, mais le reste est fait pour l'essentiel en Europe, au Portugal, en Europe de l'Est. Et puis, ça se fait aussi au Maroc, quand je fais mon denim, dans une usine qui est très propre, mais c'est toujours au Maroc. Et puis je fais même en Chine, puisque en Chine on trouve de très belles usines qui font, par exemple, toute la partie mérinos et cachemire. Pour moi, ce qui compte, c'est la qualité de l'usine, c'est la qualité des gens avec qui on travaille, puisqu'on peut faire de la qualité partout, et il y a une géographie de la mode, on ne peut pas l'ignorer. Voilà, donc dans les matières que je mets en avant pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a aujourd'hui le cuir végétal, qui est important pour nous. En tous les cas, on évite aussi, lorsqu'on fait des détails sur des blousons, d'utiliser des matières animales, ça me paraît important. Et puis, la deuxième chose, c'était les matières recyclées vers lesquelles on se dirige, parce qu'on a un chemin qui est très long devant nous, et on a envie, et on comprend que dans les valeurs de Maison Standard, on doit intégrer un sourcing plus propre, plus local, si possible Made in France bien sûr, mais surtout vers des matières qui sont plus organiques et plus éco. Et donc on s'est intéressé d'abord aux conditions sociales de nos usines, on s'intéresse maintenant aux matières avec le jean recyclé qui est un nouveau projet, parce que le denim marche très bien chez nous, donc on sait qu'on ne va pas s'intéresser à des produits qui sont forts en volume et qui ont un impact environnemental, et le denim nous paraît fondamental. D'autres marques en France le font très bien aussi. C'est une démarche nouvelle pour nous, chercher le jean recyclé. Et c'est pas facile, on en parlait à l'instant, de faire un beau jean recyclé, parce que souvent, il y a une réconciliation à faire entre les deux mondes qui sont ici aujourd'hui présents. C'est à mon sens le monde des nouvelles marques et des nouvelles tendances qui veulent faire écologique, et le monde de la mode. Le monde de la mode, c'est un monde qui veut faire désirer. Moi, mon métier, c'est de créer du désir chez mes clients pour qu'ils puissent acheter et avoir envie de la marque, que ce soit d'ailleurs un produit aujourd'hui dans mon territoire d'expression ou un produit nouveau. La preuve avec Damar. Et donc créer du désir, c'est un métier en soi, et c'est pas forcément compatible, en tous les cas aujourd'hui, avec les outils et les produits dont on dispose. Par exemple, un jean en chanvre me paraît pas adapté à la situation si on veut être, si on veut avoir un bon jean. Alors jean recyclé, jean en chanvre, Julia, chez Loom, quelle approche vous avez par rapport à ces matières et comment, après une rapide présentation, comment vous traitez cette problématique? Nous, en fait, si vous êtes ici, vous devez bien avoir compris que c'est hyper complexe la notion d'éco-conception dans la mode. Certains vont parler de litres d'eau économisés, d'autres vont parler d'agriculture biologique, d'autres vont parler de où est-ce qu'on produit, etc. Nous, en fait, chez nous, on fait le constat que le problème, c'est la surproduction, en fait. En fait, quelle que soit l'efficience que vous allez arriver à avoir sur votre filière de production, produire, c'est polluer. Donc à partir de ce moment-là, notre pari et notre axe de décision à chaque fois qu'on fait un produit, c'est comment faire pour produire moins, c'est-à-dire que pour que vous puissiez garder vos vêtements les plus longtemps possible. À l'heure actuelle, les fibres recyclées, en tout cas les fibres textiles qu'on recycle, par exemple le polyester recyclé ou le coton recyclé, sont des filières qui sont extrêmement coûteuses en énergie pour extraire ces fibres-là. Et donc, pour les réutiliser, c'est compliqué. Et généralement, ce que ça fait, en fait, c'est que ça fait des fibres plus courtes. Il faut savoir que les fibres plus courtes, en fait, c'est
problématique, c'est ce qui va faire que vos vêtements sont moins durables. Ça va plus facilement boulocher. Ah, j'ai du soutien en premier rang. C'est leur team fibre longue. Donc en fait, ça fait que votre vêtement va plus facilement boulocher, il va plus facilement rétrécir au lavage. Donc moi actuellement, je suis pas du tout fan d'utiliser des fibres textiles recyclées, ce qui a différencié de quand on utilise par exemple du plastique de bouteille pour faire des fringues. Là, on peut faire des filaments hyper longs qui vont être hyper résistants. C'est ce que fait Opal, c'est ce que fait Patagonia. Donc ça, je trouve ça génial. Moi, mon inquiétude, c'est vraiment de faire en sorte que les vêtements durent longtemps, et je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, en fait. Il y a vraiment des matières naturelles, ou pas, d'accord, mais en tout cas des matières qui existent depuis hyper longtemps, qui sont d'une technicité incroyable. La laine est une matière technique incroyable. La laine, c'est antibactérien, donc vous n'avez pas besoin de laver vos vêtements en laine. C'est un truc de fou, mais faites le test. Aérez vos vêtements en laine, vous n'avez pas besoin de les laver. C'est anti-transpirant, c'est hyper résistant. Du moment que vous ne le lavez pas et que vous ne le frottez pas, vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez garder extrêmement longtemps. Donc il y a vraiment des espèces de réflexes comme ça à avoir sur... il n'y a pas besoin d'aller inventer une nouvelle fibre. On voit un petit peu tout le marketing des marques de sport qui font ça. T'as l'impression que tous les gens, les mecs, ils ont 5 ingénieurs de la NASA qui bossent sur une nouvelle fibre qui, en fait, a les propriétés du coton. Vraiment, il y a quelque chose qui est quand même assez... Donc, c'est vraiment... en vrai, si vous voulez des fibres techniques, le plus technique, c'est la laine. Pour moi, la laine, le lin, c'est un truc de fou. C'est aussi antibactérien, c'est hyper clean en méthode de production, c'est des fibres longues qui sont hyper résistantes. Donc globalement, ce qu'il faut penser, c'est longueur des fibres. Moi je me dis, si je veux faire un t-shirt, il faut que le coton soit en fibre longue. Donc effectivement, je trouve pas de coton bio en fibre longue. Peut-être que je cherche mal, mais j'ai vraiment du mal à trouver du coton à longue fibre qui soit bio. Donc mon choix se fait, je me dis, tant pis, j'aurais pas de coton bio, mais j'aurais eu de coton résistant. Et du coup, je prends la laine, du coup, je fais pas de trucs recyclés encore. Et les consommateurs achètent, c'est ce que vous avez prouvé, vous, Gentle Factory, en vendant 400 000 pièces en France. Je propose qu'on se focalise tout de suite sur le client, le consommateur. Comment on fait pour vendre 400 000 pièces alors qu'elles sont faites en Made in France, ce qui est un véritable défi, parce qu'on se rend bien compte que toutes les marques qui se lancent sont face à cette problématique-là. Et en quoi est en demande le consommateur? Est-ce que c'est du Made in France? Est-ce que c'est du bio? Est-ce que c'est du recyclé? Quelle est la tendance? Alors, comment est-ce qu'on fait? Ça prend du temps, parce qu'en fait, la première année, on a produit 50 000 pièces, on n'avait pas une supply qui nous permettait de produire les quantités nécessaires et suffisantes dont on avait besoin pour pouvoir alimenter les magasins de Jules avec lesquels on faisait une collab. Il a fallu passer énormément de coups de fil, parce que quand vous tapez sur internet confectionneurs français, vous les trouvez pas forcément, parce que c'est pas des gens que vous trouvez facilement dans le bottin. Donc on a besoin peut-être d'un outil qui nous recense tout ça. J'ai passé 150 coups de fil pour trouver nos confectionneurs et monter la supply. Ça prend du temps, et après, l'apprentissage, c'est que finalement l'angle d'attaque pour nous n'a pas été de faire, et donc là je te rejoins complètement, n'a pas été de faire un produit responsable dans le premier argument, mais a été de faire un produit désirable. Et nous, on se l'est pris de plein fouet, parce qu'on a fait un premier flop commercial en faisant d'abord un produit éco-responsable, et donc du coup on s'adressait à un marché de niche, et on n'a pas rencontré le client, et le client il n'a pas acheté notre produit parce que il nous a dit qu'il était moche. Il était moche parce qu'il ressemblait à une serpillière. Voilà. Ça n'a pas aidé, ça c'est sûr. Et finalement, aujourd'hui, notre créneau, c'est de s'interdire de faire un produit sur lequel le client pourrait se dire « Ah ben tiens, il est fait à partir de matières éco-responsables ». Qu'est-ce que du coup aujourd'hui nos clients nous disent? Nos clients, ils nous disent en premier lieu à 60% que c'est la fabrication française qui les intéresse dans notre démarche, parce qu'ils sont la possibilité du coup ils nous disent merci, vous m'offrez les moyens de m'acheter du Made in France et de préserver l'emploi de mon voisin. Donc il y a cette conscience sociale là dans notre démarche et dans la rencontre qu'on a avec nos clients. Et nous, on a vu une vraie transformation entre 2015 et 2017, où la deuxième fibre qui était plébiscitée par nos clients, c'était le coton biologique.
Et sur les 2 dernières études qu'on a menées auprès de nos clients, les fibres recyclées sont vraiment intéressantes pour nos clients. Alors, on est d'accord sur le principe du recyclage. Les fibres recyclées sont effectivement des fibres plus courtes, mais quand on les mélange avec d'autres fibres, justement des fibres de polyester recyclées, on arrive à avoir une longueur de fibre et une technique de filature nécessaire et suffisante pour que ça ne bouloche pas et que les produits soient qualitatifs. Et après, effectivement, tout est une question d'interprétation, puisqu'à une ACV, on peut faire dire beaucoup de choses, tout et son contraire, et donc l'angle d'approche et la façon dont on a calculé les choses font qu'on peut effectivement faire de grosses bêtises dans une démarche d'éco-conception et ne pas forcément communiquer les bonnes informations à nos clients. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Uriel, chez vous, par rapport à justement cette démarche d'éco-conception, tu disais tout à l'heure que tu es vegan depuis que tu es petit. Ouais. On essayait de faire le parallèle entre la nourriture bio et les vêtements. Ouais. Quelle est l'impression que tu as aujourd'hui de ta clientèle par rapport à la perception de tes vêtements? L'exemple qu'on prenait tout à l'heure sur le secteur de l'alimentation me paraissait comparable à ce qu'on vit aujourd'hui dans la mode. Et je faisais le parallèle entre mon expérience d'enfant végétarien cherchant du bio à la vie claire, dans un monde plutôt gris et pas très sexy, où le goûter se résumait à une barre d'avant, et que j'ai appris à aimer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le client, malgré tout ce qu'on dit ici, et je suis absolument d'accord avec ces initiatives et cette envie de faire mieux et cette attente de mieux du client, surtout des jeunes générations, je pense pour autant qu'il y a une réconciliation nécessaire et qu'il va prendre du temps entre ce monde du beau et ce monde du bon. Voilà. Je crois que c'est pas encore fait, ça va prendre un peu de temps et que c'est parce que les solutions sont pas encore là. On se cherche tous et je pense qu'on est perdu tu vois, on commence des discussions sur la longueur du fil. Je crois que le client ne connaît pas du tout l'histoire de la longueur du fil. T'as entièrement raison, mais je crois que personne ne peut avoir raison dans ce débat-là parce que le client, en fait, c'est comme sur l'environnement. Si je recycle ou si je prends ma voiture ou si je prends l'avion, demain on va me dire oui mais tu prends le bateau, mais en fait quand tu prends le bateau, ensemble on a eu cette discussion. Quand tu fais venir tes connexions par bateau, je croyais que c'était écolo. En fait, non. Attention, qu'est-ce qu'il fait le bateau? C'est-à-dire que pas tant que ça, parce que aujourd'hui, toute cette économie de circulation en bateau ne filtrent pas du tout, polluent beaucoup et ne filtrent pas. Alors, c'est-à-dire que ils n'ont pas les moyens aujourd'hui d'équiper les bateaux de micro-installations de filtres permettant de se mettre aux normes, en fait. Ce propos-là permet juste de dire que il y a des tas de travers le coton, il y a des travers aux matières naturelles, on sait bien, ça a aussi saccagé des vies aussi ailleurs dans le monde, hein, cette surproduction du coton, du maïs par rapport à l'essence. Moi aujourd'hui, je pense que le client, de plus en plus en tout cas, vont vers un achat d'un produit à supplément d'âme. C'est-à-dire un produit qui va avoir une certaine valeur pour lui. Cette valeur, ça va être une entreprise en qui j'ai confiance, qui va faire un produit de qualité, que je vais pouvoir garder longtemps, que je vais être fière d'offrir. Voilà. Ce qui fait que c'est très compliqué d'être éco-responsable pour une entreprise aujourd'hui qui veut vendre, parce que néanmoins, c'est quand même le business qui fait vivre et qui fait vivre les salariés des marques. Sur la partie environnementale, il y a d'autres chemins peut-être qui sont possibles. On n'est pas parfait, mais chez Damar, il y a une chose, c'est qu'on s'est dit, nous, notre matière, c'est une matière textile, c'est une matière synthétique. Cette matière, en fait, on essaie déjà d'optimiser le placement de nos produits pour avoir le moins de déchets possible. Déjà, on s'est dit, ça a un intérêt financier, donc vous arrivez facilement à convaincre aussi vos actionnaire de le faire, parce que voilà, vous dépensez moins, tout simplement. Et puis après, ces déchets qui restent, on peut les utiliser autrement, après, bien sûr, tri et après effilochage. Ces déchets-là, nous, on les utilise, par exemple, sur le rembourrage de matelas, sur le rembourrage de chaises, d'autres mobiliers. C'est-à-dire qu'on peut le réutiliser aussi pour faire autre chose, en étant un peu ingénieux, et surtout en créant des partenariats, des liens à proximité avec des gens qui sont intéressés par cette matière pour en faire autre chose. D'accord, donc ce que vous disiez, en fait, c'est la difficulté pour le consommateur final d'avoir une information claire et simple, de savoir si le produit qu'il va acheter
est respectueux de l'environnement ou pas. Yannick, chez vous, chez Greenpeace, on en parlait aussi juste avant, entre le consommateur qui va tirer le marché et les États qui vont imposer des règlements, qu'est-ce que vous préconisez et comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, si vous permettez, je vais juste faire une toute petite aparté pour dire que je soutiens tout à fait ce discours qui dit l'éco-conception, ça ne va pas. Si le but c'est de réduire les impacts écologiques, sociaux, etc., l'éco-conception ne va pas sans une réflexion sur la surproduction et la surconsommation. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien. Comme détox ne sert à rien si on continue de voir croître le volume de vêtements mis sur le marché. On aura des effets mathématiques de compensation. Il faut moins consommer. Donc il faut moins consommer. Et donc je crois que le message à faire que doit avoir le consommateur, c'est justement de sortir de sa position de consommation et d'arriver à être un acteur de cette chaîne. C'est pas facile. En termes d'information, en termes d'implication, c'est pas donné à tout le monde. Et même quand on est conscient de toutes ces choses, on reste, ça reste un exercice difficile. Quand en plus on l'applique à d'autres secteurs que juste au textile, des fois on n'a pas envie de passer sa vie à décrypter des étiquettes. C'est pas forcément très drôle. Alors moi, je pense qu'il y a de ce côté-là un rôle à jouer aussi pour les autres acteurs. On ne peut pas demander aux gens de revenir en arrière comme ça du jour au lendemain sur 20 ans de fast fashion et de prix de plus en plus bas. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes de compensation. Il faut qu'il y ait des mécanismes fiscaux, il faut qu'il y ait des mécanismes réglementaires qui récompensent ceux qui font mieux, sans interférer avec ce qu'on fait, mais qui récompensent ceux qui font mieux par des subventions ou par des réductions de taxes, et qui pénalisent ceux qui continuent à être dans un cadre qui est obsolète aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont en train de se mettre en place à ce niveau-là? Est-ce que vous poussez sur des réglementations? Très clairement, je veux dire, je suis obligé de constater qu'en France, on a une petite longueur d'avance. En tout cas, on aboutit, on a éco-TLC, et il n'est pas encore, je dirais, suffisamment pondéré au niveau pour vraiment récompenser, mais voilà, le système est en place, et il y a juste à continuer à implémenter différents niveaux de différenciation des pratiques pour pouvoir pour qu'il soit efficace du point de vue de ce système récompense-punition et pénalité, on va dire, punition. Mais il faut l'européaniser, ce système. Il faut convaincre nos partenaires européens de le faire, parce que ça n'a aucun sens de le faire qu'en France. Il faut aller chercher les Nordiques. En général, c'est dans ces pays-là qu'on conçoit ce genre de réglementation. Donc il faut les amener là. L'Allemagne est réfléchie. L'Italie, finalement, pourrait venir. Donc il faut vraiment européaniser ce système, voire l'internationaliser. Et l'autre aspect, c'est qu'il faut aussi pouvoir amorcer la pompe. Et on sait toujours que ce qui marche bien, c'est l'exemplarité du service public. Donc les politiques d'approvisionnement public doivent aussi incorporer ces critères-là pour, je dirais, permettre une masse critique en termes de volume d'achat, en termes justement de prix. On peut jouer sur ces aspects-là. Ces deux acteurs-là, pour moi, sont très importants, et le consommateur, qui croit à l'éducation du consommateur, mais je pense aussi qu'on est aujourd'hui face à des enjeux qui ne nous laissent pas beaucoup de temps. On est vraiment dans l'urgence écologique, dans le changement climatique. Quand on parle aussi, parce que je voudrais quand même les microfibres dans l'océan, qui sont aujourd'hui à un niveau tel qu'on se demande si le début de la chaîne alimentaire, c'est encore le plancton. Oui. Donc voilà, ça c'est des sujets, c'est des bombes écologiques sur lesquelles on ne peut pas se dire on a 40 ans devant nous. Non, c'est maintenant, et donc il faut mettre en place ces outils avec toutes les difficultés que ça Je pense que Julie a beaucoup à nous dire là-dessus. Avant de passer la parole au public, j'ai proposé à Julia de l'enflammer de nouveau. Comment vous traitez-vous cette problématique du consommateur? Comment vous dites à votre consommateur il faut consommer moins, mais finalement venez quand même acheter chez nous? Marketing, non. En fait, c'était hyper intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, si je vous parle de fibres, la moitié d'entre vous savent pas ce que c'est, ça ne vous intéresse pas parce que vous n'êtes pas ingénieur textile. Donc, mauvais endroit pour dire ça, vous êtes peut-être ingénieur textile.
Bon. Mais pensez au reste de vos concitoyens qui n'ont pas cet intérêt-là. En fait, on peut pas réussir à vendre l'invisible aux gens, c'est-à-dire des fibres longues ou des fibres courtes, sans que les gens comprennent. Et on n'arrivera pas à faire changer les manières de consommer tant que les gens n'auront pas compris vraiment ce qu'il y a derrière tout ça. Donc on peut faire un peu de greenwashing en mettant des étiquettes vertes, en mettant, vous avez peut-être vu le truc, du Better Cotton Initiative, des espèces de trucs qui vont faire croire que c'est écolo, et en fait, c'est typiquement le truc, on vous met un label coton bio, et à côté de ça, je sais pas, le truc est produit à des milliers de kilomètres dans des conditions insalubres, et vous avez l'impression d'acheter un vêtement éthique. Mais parce qu'il y a une méconnaissance en fait du produit que vous achetez. Notre pari, c'est cette réflexion où on dit on veut que nos vêtements durent longtemps. C'est quelque chose pour lequel on essaie d'être extrêmement transparent avec nos consommateurs. Donc on explique tout ce qu'on a compris des vêtements qu'on produit pour faire en sorte qu'ils durent longtemps. Donc on explique la différence entre fibres courtes et fibres longues et la conséquence sur la durabilité de nos vêtements. Et donc ça c'est vraiment un truc technique, quoi. On veut que les gens comprennent techniquement pourquoi nos fringues sont là pour durer, et parce qu'on est aussi dans un espèce de truc assez humble. Nous on apprend en même temps, quoi, et tout ce qu'on comprend, on essaye que nos consommateurs le comprennent, parce qu'on pense que, moi je pense que quand vous prenez les gens pour des gens intelligents, c'est trop bien. Dès que tu comprends un truc, t'es là, ah ouais, j'avoue, j'achète ce truc-là, plutôt qu'un truc comme ça. Et donc ça c'est vraiment pour comprendre, pour parler de nos vêtements et expliquer pourquoi ils sont durables. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est l'explication de ce qui va pas dans l'industrie textile, qui est vraiment, moi plus je regarde ce qui se passe dedans, plus je suis là, waouh. Franchement, à côté le pétrole, ça a l'air un peu mignon, quoi. Il y a un vrai truc, et donc et ça passe complètement. C'est assez obscur. Qui d'entre vous ne s'habille jamais chez Zara ou chez H&M, quoi. C'est hyper démocratique de s'habiller dans une industrie particulièrement pas éthique, quoi. Chose qui a beaucoup changé, par exemple sur l'alimentation. Et ce changement-là n'a pas eu lieu du tout pour le textile. Donc on a aussi toute une mission de tout ce qu'on comprend sur l'industrie textile, il faut le vulgariser et le rendre diffusable à nos consommateurs. Donc on fait des petites BD. Oui, voilà, désolé. On fait des BD, on essaye d'expliquer vraiment tous les problèmes de la fast fashion. Effectivement, ces questions des microfibres de polyester qui représentent actuellement 90% du continent plastique, et qui dans 50 ans, il y aura sûrement plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc avec tous ces trucs-là, en fait, tant que les consommateurs ne seront pas emparés du sujet, il y aura pas de changement. Donc on pense aussi de nos piliers de notre marque, c'est vulgariser le plus possible les savoirs, que ce soit des savoirs généraux comme ça sur la pollution des océans, ou des savoirs particuliers sur comment faire pour laver mes fringues et sans les abîmer. D'accord. Vraiment une approche très militante et d'éducation du public. Est-ce que justement dans le public, il y a des questions? Je vois Clarisse qui lève la main. Est-ce qu'on peut lui apporter? On va vous l'apporter tout de suite. Il y a une question au premier rang, et donc c'est Xavier Jopin qui initie un projet qui s'appelle Easy Twin, qui devait intervenir dans le pitch innovation juste après. Donc vous avez remarqué qu'on a un peu de retard. Du coup, il va poser une question et en même temps, partager le propos qu'il voulait nous partager tout à l'heure. Merci. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est des commentaires qui alimentent le discours que je devais faire tout à l'heure. Donc moi, je suis ingénieur textile de l'ANSET, donc effectivement, on est au bon endroit pour parler de textile. Et je rejoins tout à fait les propos de la dame de chez Loom quand elle parle de durabilité, de fibres longues, de fibres courtes. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Ensuite, quand on fait une analyse de cycle de vie, et c'est toujours des choses compliquées à faire, il faut toujours ramener ça au poids du produit. Et quand on parle de transport maritime, je pense que c'est aussi impactant que d'aller chercher avec une voiture un produit à 50 km de chez soi, quand on ramène au produit équivalent. Un porte-conteneur, il va contenir 17 000 conteneurs par exemple. Vous avez une masse considérable de produits qui sont transportés sur une grande distance. Donc l'ACV, c'est vrai que ça peut poser des questions, et ça peut aussi parfois induire les gens en erreur. Donc nous, on a un centre de recherche, on travaille beaucoup avec l'ANSET sur les thématiques d'analyse de cycle de vie, d'éco-conception, et on voit que les entreprises ont un vrai besoin de connaissances scientifiques et une approche globale quand on parle d'impact environnemental dans le textile. Alors après, je rejoins aussi tout à fait le propos de Julia Faure sur les fibres longues, les fibres courtes. Alors attention, le coton est considéré comme une fibre courte,
inférieure à 5 cm, et la laine est intrinsèquement une fibre très longue qui va jusqu'à 30 cm. Donc c'est pas du tout le même type de filature. Maintenant, quand vous parlez de fibres courtes, c'est des fibres qui sont surtout dégradées. Donc le coton, en fait, va perdre en résistance, en longueur de chaîne macromoléculaire, et c'est pour ça qu'on a des choses qui sont beaucoup plus fragiles. Maintenant, il y a aussi des entreprises qui ont une approche beaucoup plus drastique. Elles veulent baisser l'impact environnemental, le CO2 équivalent. Il suffit de baisser le grammage. Vous allez produire un produit qui est 2 fois moins lourd, vous avez 2 fois moins de matières premières, et vous allez baisser votre impact environnemental. Est-ce que c'est vraiment la bonne démarche de vendre un produit qui est moins résistant? S'il est moins résistant, il va être moins durable, et du coup, on va consommer plus. Donc je pense que la réflexion qu'il faut avoir, et c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner via des projets interrégionaux qui sont en route, qui vont démarrer prochainement, donc notamment celui que je porte avec Lancet, c'est une réflexion globale sur la consommation, la chaîne de valeur, en local par exemple, il y a des producteurs de lin, il y a encore des filateurs, il y a des gens qui font du tissu d'ameublement, il y a des designers, il y a de la distribution, donc essayons de réfléchir local, et de éco-concevoir au maximum les produits qui sont consommés, sans faire parfois des raccourcis qui sont peut-être un peu simplistes. Message au public, si vous êtes à la recherche d'un partenaire technique. Voilà, et en plus c'est financé par le Fonds régional de développement, et ça rejoint les propos du maire de Roubaix de tout à l'heure. Donc il y a vraiment un besoin de connaissances scientifiques, et il y a des spécialistes qui peuvent vous apporter ce support. Donc la durabilité, c'est quelque chose de très important, et la façon dont on va consommer aussi, on travaille aussi sur l'économie de la fonctionnalité, donc plutôt que d'acheter sans cesse, on peut aussi mettre en place des systèmes de location de vêtements, par exemple, ou revoir carrément la façon de penser. Donc c'est des choses qui vont peut-être encore plus loin que l'analyse de cycle de vie. D'accord. Donc voilà, en quelques Je vais profiter des 5-7 minutes qui nous restent pour passer la parole au public s'il y a d'autres questions. Alors c'était le pitch innovation de manière anticipée, puisque malheureusement Xavier doit nous quitter, donc c'est pour ça qu'on lui a donné la parole à l'issue de cette table ronde, où il avait beaucoup de choses à dire, comme il me l'a dit, et je vous passe la parole, je vous passe le micro. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je vous remercie pour cette intervention très intéressante. Moi, je suis en train de créer une marque actuellement, et ma première préoccupation, c'est de vouloir communiquer auprès des consommateurs et des informer. Parce que ce qu'a dit Julia, j'en suis convaincue, il faut d'abord expliquer et comprendre avant de vouloir agir. Et aussi, ce que vous disiez, Uriel, c'est la clé pour moi pour réussir, c'est d'arriver à insuffler le désir, parce que c'est le premier point de départ quand on fait de la mode. Moi, je suis une acquise à la cause depuis toujours. J'ai travaillé pendant 5 ans dans le développement durable. Mais pour autant, je suis la première, des fois, à ne pas arriver à résister à la tentation quand les choses sont belles. Et vous avez parlé, Yannick, d'un sujet qui me brûle les lèvres depuis hier et dont personne n'a évoqué. Je voudrais savoir si dans la salle aussi des gens connaissent ce sujet. C'est celui des microfibres. Qui sont simplement rejetés dans les océans quand on lave des vêtements en polyester dans nos propres lave-linges. Et aujourd'hui, je m'interroge parce que plus de la moitié des vêtements qui sont sur le marché sont d'origine synthétique. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire à mes clients là-dessus? Parce que même pour les sous-vêtements, moi je veux faire des vêtements de maternité, si je veux du maintien, faire en fibre 100% naturelle, c'est compliqué. Donc du coup, j'aimerais avoir un peu des éclairements sur le sujet, et puis savoir aussi si dans la salle, les gens connaissent ce sujet, parce qu'on n'en parle jamais, et c'est Hélène MacArthur qui m'a ouvert les yeux sur cette bombe, comme vous l'avez dit. Donc voilà, merci. J'ai essayé de faire une réponse courte pour laisser la parole au public, mais effectivement, le document d'Hélène MacArthur, on y a participé. Je pense que c'est la meilleure somme qui soit disponible aujourd'hui en termes d'information. On a ce petit fascicule que vous trouverez à notre stand Fashion at the Crossroad, où on explore. Alors, il y a une version beaucoup plus longue qui est sur Internet, sur le site de greenpeace.org. Vous pourrez trouver aussi des réponses à cette question sur le polyester. Vite fait, je dirais que toutes les fibres sont émises par les machines, ne serait-ce que par le lavage des machines à laver. Mais la différence, c'est que le polyester ou d'autres fibres synthétiques, elles ne se dégradent pas.
Donc je vois qu'il y a beaucoup de recherches, je suis plutôt vers l'ingénieur, il y a beaucoup de recherches sur, sur ces polymères synthétiques biosourcés, mais peu finalement sur le biodégradable. Parce qu'il ne suffit pas que ce soit biosourcé, ça ne suffit pas que ça va être biodégradable. Il y a un côté, on cherche une ressource biologique pour transformer en fibres synthétiques, mais ce qui est important, c'est aussi l'autre côté. Comment on fait la boucle et comment ces fibres peuvent vraiment se biodégrader. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. 35% des fibres secondaires qu'on trouve dans les océans, des microfibres secondaires qu'on trouve dans les océans, sont d'origine textile. C'est un des chiffres qui a été avancé par l'UICN. Bon, la recherche continue là-dessus. C'est pas un chiffre définitif, mais voilà, juste pour dire un tiers avec les pneus et les plastiques, le plastique d'emballage. Oui, je suis Clarisse Rey, je dirige le DEFI, qui est le comité professionnel de développement de l'habillement. Et je voulais dire plusieurs choses. D'une part, madame, il existe bien une base de données de tous les savoir-faire, en tous les cas dans l'habillement. Elle s'appelle la Maison du Savoir-faire, et j'avais l'occasion, il y a quelques années, d'en parler avec quelqu'un de la Gentle Factory. Je vais vous mettre en relation. C'est une initiative qui est financée par nous. Ensuite, je veux dire, on a évoqué désir, éducation. Je pense qu'il faut faire très attention dans les termes. Moi, quand je vous entends, monsieur, dire « et on sent votre passion, éduquer les gens », ça me fait un peu penser à Mao et on habille tout le monde pareil, quoi. Je veux dire, il faut garder le désir dans la mode parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas tout normer. Et je crois beaucoup, par contre, aux innovations technologiques pour apporter des solutions, y compris éventuellement pour des fibres non naturelles, mais qui ne seraient pas polluantes et qui ne poseraient pas de problème en termes de dégradation. Le point, moi-même étant ingénieur, et je le vois et je le vis, combien le monde scientifique méprise le monde de la mode. Combien dans des écoles scientifiques et des écoles d'ingénieurs, et moi-même j'ai essayé avec ma propre école, la mode est conçue comme quelque chose d'un peu futile et méprisable, et combien, au contraire, il est extrêmement nécessaire de faire travailler des tandems création et scientifiques et ingénieurs pour trouver des solutions sans qu'aucune des deux parties ne méprise l'autre. Voilà. Juste, c'était un peu mes propos tout à l'heure, c'est que voilà, on est dans ce monde-là, on vit dans ce monde-là et on consomme, voilà, parfois chez Zara, H&M, etc. Enfin voilà. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement la prise de conscience, hein, c'est indéniable, mais c'est aussi qu'est-ce que à notre niveau d'entreprise, avec nos clients, on peut faire une sorte de politique aussi des petits pas, c'est que, enfin voilà, il faut. Moi, mon entreprise, il faut qu'on continue à vendre, il faut qu'on continue à générer de l'emploi en France. Comment on fait, quoi, pour être un peu plus éco-responsable dans notre filière, dans nos process? Voilà, comment fait-on? Et chacun fait à sa mesure. L'important, c'est d'en avoir, je pense, une conviction, d'avoir. Ça vient des salariés aussi. Hein, on a parlé des consommateurs. Mais aujourd'hui, le pouvoir, il est aussi beaucoup auprès des salariés. Et nous, nos salariés, nous aident beaucoup aussi sur l'éco-responsabilité. Je ne sais pas si les mots sur l'éducation du consommateur et Mao me concernaient, mais je voulais dire, en ce qui nous concerne, vous avez vu, notre action se tourne vers les entreprises, vers les pouvoirs publics. On ne fait pas de l'éducation du consommateur. J'ai utilisé cette expression, peut-être que vous la trouvez malheureuse, simplement parce que voilà, c'est un thème qui a été évoqué. Ensuite, nous, on ne se mêle pas non plus de savoir ce que doivent faire les entreprises, et le cadre réglementaire que j'appelle de mes voeux n'est pas pour dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de dire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, pour fiscaliser en fonction de ce qu'il ne faut pas faire. Et, après, vous êtes libre. Et effectivement, sur la question des fibres technologiques, je l'ai dit simplement, ne regardons pas seulement la question du biosourçage, qui pose d'ailleurs d'autres problèmes, des conflits par exemple avec les usages alimentaires de la terre, mais regardons aussi la question de la biodégradabilité. Et là, effectivement, c'est bien aussi un appel à la recherche. Hein. Moi, je n'oppose pas du tout. Je pense qu'effectivement, on a un
un défi qui est d'intégrer tous ces aspects-là. Quant à l'aspect esthétique, oui, non mais c'est évident. Enfin, pour prendre un truc, la comparaison avec le bio et le macrobiotique que tu décrivais tout à l'heure, voilà, il y a un fossé, et forcément l'esthétique, le goût prime quand on s'habille, c'est avant tout. Enfin, il y a ces critères esthétiques qui sont là. Quand on a envie de manger, c'est pour manger quelque chose de bon. Donc moi, là-dessus, je donne pas de leçons. Vous connaissez votre métier. Et d'ailleurs, si ça marche aujourd'hui, l'alimentaire bon et bio, c'est parce que c'est beau à voir. Et c'est ça qu'ils ont réconcilié. Non, j'ai juste une dernière phrase à dire. On fait partie de ces générations de marques nouvelles qui parlent à un client un peu nouveau, qui pour moi est un peu agnostique, qui ne croit plus aux mêmes choses, aux mêmes valeurs. Et je crois que c'est difficile parce que ça nous met dans des positions un peu complexes, où on défend une stratégie, parfois une stratégie marketing, qui peut être prise comme cynique. Et moi, tous les jours, je me pose la question de savoir si on parle d'éduquer le client. Est-ce que c'est notre rôle à nous, les marques, d'éduquer les clients? En fait, j'en suis pas convaincu. Je pense que c'est une position difficile. On le fait tous les deux parfois, de certaines façons, mais je crois que c'est compliqué d'aller au-delà d'un certain point parce que notre niveau à nous, c'est quand même de communiquer. Et comme tu disais, Donatien, c'est de vendre aussi. Voilà. Super, je vous invite à discuter et à poursuivre le débat avec Clarisse par la suite. Je vous laisse la parole pour conclure. Est-ce que vous avez en 10 mots, en une petite phrase, voilà, un message à faire passer au public, juste en guise de conclusion? Ouais, moi, en fait, j'ai compris que normalement vous êtes des professionnels, il y en a plein qui veulent monter leur marque de mode éthique et tout, et je suis hyper d'accord avec ce truc de désirabilité en fait. Pour moi, tu peux monter l'éthique, ce n'est pas un critère d'achat pour le consommateur, sauf certaines personnes dans cette salle qui sont aussi vénères que moi, mais la plupart des gens, c'est pas ça qui fait. Donc il faut qu'il y ait une promesse forte de bénéfice pour le consommateur et que l'éthique, ça soit une réassurance secondaire. Voilà. Le développement durable, c'est bien sur trois piliers et l'économique en fait partie. Et s'il n'y a pas l'économique, de toute façon, on est mort. Donc on est bien là aussi pour faire du business, en tout cas être rentable. Et je voulais juste préciser que finalement, on a tous une responsabilité, clients, marques, consommateurs et producteurs. On a tous à faire notre part. Et on est en train de vivre une vraie révolution du mode de consommation et on a tous intérêt à bouger rapidement parce que sinon effectivement le pilier économique va s'effondrer pour tout le monde. Juste une petite phrase pour lorsque dans ce contexte de savoir, on est tous pris un peu à pas se comprendre ou à pas savoir exactement ou à maîtriser notre savoir scientifique, et vous le disiez tout à l'heure, monsieur, je crois que, et pour reprendre et rebondir sur votre propos, moi je crois beaucoup aux nouvelles formes qui vont faire respirer l'industrie, c'est-à-dire aux nouvelles formes de consommation. Et chez Maison Standard, on le fait un peu, beaucoup le font autour de nous aussi. Il y a des nouveaux modèles de distribution, vous avez parlé de location, moi je pense à la consigne, et je pense aux nouveaux modèles de vente qui sont, à mon avis, encore plus smart parce qu'ils détournent le problème et ils vont directement sur une autre problématique et une autre façon de consommer. Et évidemment, pour éduquer le client, ces nouveaux modèles sont fondamentaux, ils vont nous permettre d'avoir des nouveaux leviers. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cet aspect-là des choses. Moi, je vais juste marteler de nouveau ce message, parce qu'il y a ce grand engouement pour l'économie circulaire, mais sûr que ce ne soit pas une grande illusion. Il n'y aura pas d'économie circulaire si on ne fait pas ce programme détox en amont, sinon on fera recirculer des substances toxiques à l'infini. Il n'y aura pas d'économie circulaire si on ne prend pas le temps de trouver les nouveaux modes de propriété, de non-propriété des vêtements, des nouveaux modes de production, de relations commerciales avec les clients. Bon voilà, moi je vais réconcilier un peu tout le monde et je vais dire, pour évoluer dans cette révolution, je suis complètement d'accord, basons-nous sur l'intelligence collective. Je pense que le rendez-vous d'aujourd'hui en est la preuve, c'est nous tous avec nos expériences différentes, avec là où nous sommes aujourd'hui, nos entreprises, nos salariés, nos clients. Je pense que c'est ensemble, c'est de l'intelligence collective, c'est pas effectivement forcément
l'éducation qui pourrait penser qu'il y a des êtres supérieurs qui vont apprendre à d'autres comment consommer, comment. C'est juste que on y arrivera si on arrive à avoir le point de vue de tout le monde. Et voilà. Merci. On va clore cette table ronde. Merci à tous. Innovez, faites des projets. Il y a un boulevard de choses à faire. On va faire en sorte que cette industrie passe pas à la première industrie polluante, mais plutôt à la 5e ou la 10e ou la 20e. Et je crois qu'il y a beaucoup d'innovations à apporter. Je crois qu'on peut les applaudir très chaleureusement.